Et c'est parti, on y va. Voilà, bonsoir à tous. On y va pour Parcoursup 2025. C'est déjà la deuxième conférence de l'année. On a eu un premier webinaire le 5 septembre. Il y a aussi pas mal de monde, déjà des familles et des jeunes qui s'intéressent à ces sujets-là, même si ils n'ont pas encore été clairement évoqués en classe par les professeurs principaux, mais c'est bien de prendre en tout cas de l'avance. Donc la conférence, elle s'adresse aux élèves qui sont en terminale. Il y a aussi d'autres élèves qui sont en réflexion de réorientation, d'autres en reprise d'études. Et puis je sais qu'il y a aussi très souvent, et ça nous fait plaisir, les parents, les familles, surtout les mamans, qui sont impliqués sur le sujet de l'orientation scolaire des enfants et qui sont présente dans nos conférences. Donc je me présente, je suis Thierry Fitoussi, le directeur fondateur du cabinet Coaching Sup Orientation, qui est un cabinet de formation, de coaching, d'accompagnement des jeunes de 15 à 25 ans. Si, les papas comptent, je vois la remarque de Claude, hein, ça ne veut pas dire qu'ils comptent pas, mais je sais que naturellement, il y a il y a beaucoup plus de mamans, bien sûr que les papas comptent, c'est évident. Et donc, on intervient sur la France entière, sur les pays francophones, avec les expatriés. On intervient sur quatre domaines principaux, tout ce qui est bilan d'orientation au collège et au lycée. La partie pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est la partie enseignement supérieur France internationale, donc le coaching, l'accompagnement des élèves dans le supérieur. Un troisième métier qui est le coaching scolaire, en fait, qui accompagne les élèves sur toutes les problématiques de confiance, de méthodologie, d'apprentissage, de stress, de prise de décision, ouais, tous ces aspects-là. Et un dernier métier sur la partie qu'on a qualifiée de carrière, recherche de stage, recherche de contrat d'alternance, recherche du premier job, toutes les problématiques d'accompagnement autour du job. Voilà, alors on rentre aller directement dans le sujet. Parcoursup, c'est à peu près chaque année, selon les classes d'âge et la démographie, 950 000 candidats. 950 000 candidats, des lycéens scolarisés en France et à l'étranger, des candidats en réorientation, des candidats en reprise d'études. Et ça, c'est le chiffre 2023-2024 des candidats qui ont confirmé au moins un vœu l'année dernière. Donc, vous voyez, c'est quand même une masse importante de candidats. Sur la plateforme, vous allez trouver à peu près 25 000 formations, dont 10 000 formations en apprentissage, hein, donc les fameuses études en alternance en apprentissage. Et l'année dernière, on a eu pratiquement 12 millions de vœux, vœux en apprentissage, qui ont été formulés par les élèves sur la plateforme. La plateforme qui est simplement, en fait, et on le redira ce soir, un outil numérique de mise en relation entre des élèves et des formations. Et ce n'est pas, je le dis tout de suite, ce n'est pas Parcoursup en tant que plateforme numérique qui va faire la sélection. Parcoursup, plateforme numérique, va simplement faire le match, le lien entre des établissements et des élèves. Voilà, pas plus que ça. Et tout de suite, pour vous donner un ordre d'idée, qu'est-ce qui est plébiscité, qu'est-ce qui est demandé sur la plateforme? Chaque année, c'est un petit peu la même chose. Beaucoup de licences dans le domaine de la santé, la licence passe. Énormément de demandes de vœux de formation d'ingénieurs, des diplômes d'état d'infirmiers, donc les IFSI, des licences de droit, quand vous voyez CPGE, donc c'est classes préparatoires aux grandes écoles, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur, des BUT, des classes prépa physique, chimie, des BTS, encore des BUT, et bien évidemment aussi les formations des écoles de commerce. Voilà, on a ici le top 10 des vœux les plus plébiscités, les plus demandés par les élèves, et c'est à peu près chaque année la même chose, il n'y a pas de grands changements. Alors, l'idée de cette conférence, en fait, on fait des conférences à peu près 2 fois par mois sur ces sujets d'orientation supérieure, c'est de vous partager un certain nombre de stratégies d'orientation des élèves qui ont obtenu les vœux qu'ils souhaitaient, les formations cibles sur la plateforme et qui ont réussi
dans leur cursus, dans l'enseignement supérieur, parce que c'est une chose d'obtenir les vœux sur Parcoursup et dans l'enseignement supérieur, mais c'en est une autre d'aller jusqu'au bout de son cursus d'études, parce que sachez qu'il y a quand même à peu près, on va dire entre 20 et 25% des élèves qui se réorientent chaque année. Donc quand vous prenez le chiffre que je vous ai indiqué au départ, 950 000 élèves, avec 20%, on a près de 200 000 élèves qui doivent envisager une reconversion, une réorientation, et c'est compliqué de se réorienter quand on a fait des mauvais choix. Donc d'où l'intérêt de vraiment travailler ces sujets très en amont. Allez, premier conseil, enfin conseil de niveau, je dirais, fondamental, mais je préfère l'indiquer dès le départ, c'est qu'il faut être bien organisé. C'est une année, l'année de terminale, vous allez voir, c'est une année très dense, très chargée, où vous allez être sollicité à différents niveaux. Donc, il faut bien intégrer ce calendrier de Parcoursup dans votre organisation, dans vos démarches d'orientation et dans votre préparation académique. Ça, c'est quelque chose de vraiment de très important. Et ce calendrier, il ressemble chaque année à peu près à ce que vous voyez ici. C'est-à-dire que entre novembre et décembre et début janvier, vous allez avoir une sorte de préouverture de la plateforme et vous allez pouvoir commencer à vous familiariser avec la plateforme, la recherche, les formations. De janvier à mars, vous allez avoir un temps de sélection des vœux. De mi-mars jusqu'à début avril, un temps de finalisation de vos candidatures. Et de la mi-avril jusqu'à fin mai, début juin, une phase pendant laquelle les formations vont étudier vos dossiers, vos candidatures. Vous allez éventuellement passer des concours écrits, des entretiens de personnalité à l'oral. Et la décision va tomber fin mai, début juin. Vous aurez les réponses, les vœux acceptés, les vœux refusés, les vœux en liste d'attente. Et pour les plus malchanceux, ça vous amène jusqu'au mois d'août, voire début septembre. Donc c'est toujours une organisation qu'il faut mettre en place quand on a un enfant en classe de terminale. Et c'est pas une bonne idée de partir en vacances dès la fin juin ou dès début juillet. Il vaut mieux un peu différer ses vacances parce que vous allez être aussi à la merci de l'évolution des classements, des résultats sur Parcoursup. Premier conseil, il est plus de l'ordre de l'académique que de l'orientation, mais c'est quand même un incontournable, un non négociable. C'est le moment ou jamais de se mettre au travail, de monter en puissance sur les résultats académiques, c'est-à-dire d'avoir des bonnes notes, d'avoir des bons bulletins trimestriels ou un bon bulletin semestriel pour améliorer vos notes, pour améliorer votre position dans la classe, pour améliorer votre classement au sein du groupe de vos spécialités. On est en début d'année, tout est possible. Vous avez encore, allez, 6 mois, 6 mois et demi, 7 mois devant vous pour faire la différence, même si l'année dernière, vous n'avez pas eu en première des notes extraordinaires sur vos résultats en contrôle continu ou sur les résultats du bac, vous avez encore quand même devant vous 2 mois sur lesquels vous allez pouvoir faire la différence. Donc ne lâchez rien et travaillez peut-être un petit peu plus que d'habitude, travaillez plus régulièrement, mettez en place une discipline, des routines. C'est super important. C'est vrai qu'on parle d'orientation ce soir, mais à la base, il y a quand même un gros travail à faire sur l'aspect académique et ça c'est vraiment important. Et deuxième étape, deuxième conseil, c'est de vous mettre dans un état d'esprit de sélection. Ça, c'est important parce que je sais, chaque année, on a toujours des discussions avec les élèves, avec les parents. C'est quelque chose qui est pas si évident que ça. Parce que au collège, au lycée, vous avez été habitué à une logique d'examen. La logique d'examen, c'est il suffit d'avoir 10, 0, 1, vous passez de classe en classe, vous obtenez votre diplôme. Le supérieur, c'est plus du tout pareil. C'est vraiment un changement d'état d'esprit. Il y a beaucoup d'élèves. Il y a malheureusement peu de places et peu de places dans les formations les plus demandées. Donc la logique naturelle, c'est une logique de sélection. Alors c'est pas, on peut ne pas être d'accord moralement, politiquement, éthiquement, ce que vous voulez là-dessus. C'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité pratique à laquelle vous allez devoir faire face aujourd'hui et demain
dans vos candidatures et dans votre sélection. Et donc là, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre, c'est que le passage dans l'enseignement supérieur, c'est un cheminement sélectif. C'est vrai du passage de terminale au supérieur, et vous allez le voir, c'est d'autant plus vrai quand vous serez dans l'enseignement supérieur pour aller en année 1, 2, 3, 4, 5 et plus. Plus on monte dans les années, moins il y a d'étudiants. C'est le lieu de la sélection, et c'est bon, voilà, c'est ça qu'il faut intégrer dès le départ, dès aujourd'hui. Troisième point important, il faut passer du temps sur la plateforme, il faut explorer en profondeur les fiches des formations sur Parcoursup, les critères de sélection, les taux d'accès, les informations sur les journées portes ouvertes. Vous allez avoir 25 000 fiches formation disponibles. Il ne faut pas voir les 25 000 fiches, hein, mais il faut quand même se familiariser à la plateforme, comprendre en fait comment sont structurées les informations sur les formations, les critères d'analyse des candidatures, les statistiques. On vous donne aussi beaucoup de statistiques, donc il faut manipuler tout ça, et ça va vous aider à faire vos décisions, mais c'est sûr que vous ne pouvez pas survoler, il faut passer du temps pour avoir la meilleure stratégie possible, la meilleure sélection de vœux sur la plateforme. Quatrième temps, au niveau, je m'adresse là aux élèves qui sont présents, soyez proactifs, soyez acteurs de votre orientation, cherchez les informations, participez au salon, participez aux journées portes ouvertes, contactez les services d'admission des formations qui vous intéressent. Ne vous limitez pas aux recherches sur Internet ou sur les réseaux sociaux ou ce que vous entendez de vos camarades ou des effets de mode. C'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire. Il faut aller parler avec les profs, avec le staff, avec l'encadrement. Il faut voir les campus. Il faut avoir un ressenti subjectif aussi de l'environnement dans lequel vous allez travailler et voir si c'est fait pour vous. Hein, donc, il faut être vraiment acteur de votre orientation, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Cinquième axe du travail que vous devez faire, c'est de se poser les bonnes et vraies questions sur ce que vous voulez vraiment. C'est le moment où jamais, vous êtes en terminale, vous êtes à la fin d'un cycle, donc posez-vous les bonnes questions de ce pourquoi vous êtes fait, de quoi avez-vous envie, qu'est-ce que vous avez envie d'étudier, pour quelle finalité, pour quel métier, quel est votre réel potentiel, ne pas se mentir, ne pas se surévaluer, mais ne pas se sous-évaluer non plus, et surtout, quel plan d'action vous allez mettre en route pour arriver à ces objectifs-là et pour arriver à atteindre la formation et le diplôme ou le métier que vous visez. Donc il faut être stratégique sur le sujet. Dites-moi si toujours tout est OK au niveau du son, au niveau des présentations. Je pense que oui, je vois pas de problème technique particulier, mais vous pouvez me le dire dans le chat en tout cas. Sixième conseil. Merci Claude. Sixième conseil. Vous devez, et ça c'est vraiment très très important, préparer avec soin vos dossiers de candidature. Quand viendra l'étape en fait de la construction en fait des dossiers de candidature dans Parcoursup, c'est important de respecter vraiment tout ce qu'on vous demande, de déposer tous les éléments qu'on vous demande, de ne pas laisser de cases vides, de remplir toutes les rubriques, de mettre des éléments de différenciation qui vont faire en sorte que vos candidatures vont montrer votre singularité. Et ça, c'est vraiment très important parce que vous êtes maintenant dans une logique de compétition avec d'autres candidats sur les formations sélectives, voire les formations hyper sélectives que vous allez peut-être demander. Alors, il n'y a pas que du sélectif, on s'entend. Hein, mon propos, ce soir, c'est pas de dire allez que vers du sélectif, c'est pas du tout ça. Il faut faire des choix qui vous correspondent, mais c'est important de bien travailler ces dossiers de candidature parce que souvent on voit ensuite, en juin, juillet, des gens qui se plaignent, on n'a pas obtenu les formations qu'on voulait, on avait nos enfants avaient des bonnes notes, finalement ils n'ont rien eu, mais souvent quand on creuse un peu le sujet, c'est que pas mal de choses ont été mal faites, la stratégie n'était pas bonne,
les dossiers de candidature n'ont pas été correctement remplis, les indications ont été mal sélectionnées. Donc, il faut faire aussi un petit peu la part des choses là-dessus. Donc, il faut, quand on vous demande des éléments, il faut les déposer, il faut les rendre, il faut faire vraiment ce qu'on demande de vous dans les dossiers de candidature. 7e point, ne focalisez pas toute votre sélection sur une seule filière. Par exemple, moi je vois souvent dans les élèves qu'on accompagne en coaching, au départ ils veulent par exemple de très bons élèves, ils veulent par exemple tout mettre sur des classes prépa, hyper sélectives, ou tout mettre en fait sur des vœux en études de santé, ou que sur des vœux en école d'ingénieur. Alors ça, des fois, c'est vrai que ça correspond à l'envie du jeune, mais c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire parce que ça risque de vous mettre en difficulté. Pensez à diversifier vos vœux, prévoyez un plan de secours au cas où. Pensez aussi aux autres plateformes qui sont. Il y a une plateforme qui existe en dehors de Parcoursup, donc il y a des écoles qui sont pas sur Parcoursup. Il y en a pas beaucoup, mais il y a aussi, ça peut être intéressant d'aller explorer ces écoles-là. Et puis pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, il y a aussi l'international. Donc vous voyez, une orientation, bah, ça se construit sur la France, parfois aussi sur l'international, mais pas uniquement sur Parcoursup. Donc essayez de diversifier vos choix. Et un petit message aussi aux élèves qui ont des bons profils académiques. Ne croyez pas que parce que vous avez des bonnes notes, ça va être une formalité. Et ça, je le dis chaque année. Attention, il y a toujours meilleurs élèves que vous. Il y a toujours des meilleures notes que vous. Hein. Donc, des élèves avec 18 ou 19 de moyenne générale, j'en vois des centaines. Donc faites attention à ça. Il faut être à la fois, c'est bien d'avoir un super dossier académique, mais c'est bien aussi en complément d'être stratégique sur vos choix d'orientation et de ne pas faire n'importe quoi sous réserve que vous avez un bon profil, parce que l'effet lycée joue aussi. Ok, un 19 de moyenne générale dans un lycée ne correspond pas toujours à un 19 de moyenne générale dans un autre lycée. Hein. Donc faites attention à ces biais-là. 8e conseil, pour ceux qui vont passer des concours ou qui vont se positionner sur des écoles sélectives avec des dossiers à monter, bah moi je vous conseille de préparer dès maintenant en fait tous ces concours et ces dossiers hyper sélectifs. Sachez que nous déjà par exemple on travaille avec des élèves en classe de seconde ou de première déjà depuis ce temps-là, en préparation de l'année de terminale et en préparation de l'orientation post-bac, parce que plus vous prenez d'avance, plus vous êtes bien préparé, plus vous êtes bien entraîné, et plus vous avez de chances de réussir ces concours, notamment école d'ingénieur, Sciences Po, école de commerce, les classes prépa les plus sélectives. Donc voilà, il n'y a pas de secret, il ne faut pas faire ça dans le rush, il faut se préparer. Maintenant, on est début septembre, on est mi-septembre, on a quand même le temps, mais faut pas trop tarder, faut pas se réveiller au mois de mai enfin au mois de mai, pardon, au mois de février pour mettre en place un accompagnement parce que c'est déjà un petit peu trop tard et on fait les choses dans le rush. Il faut vraiment travailler ces sujets-là dès maintenant. 9e conseil, je reviens un peu sur l'organisation au niveau des élèves, sur l'académique. Programmer des routines de travail, c'est important. Vous êtes obligé cette année de vous astreindre à une discipline dans la gestion de votre temps et de vos priorités. Il y a des choix à faire. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Ça paraît évident en le disant, mais c'est une réalité de tout un chacun. Si vous voulez une belle formation, si vous voulez réussir à avoir le bac avec mention, vous retrouver dans un bel établissement, être fier de votre parcours, bah, ça demande des sacrifices. Bah, des sacrifices, c'est du temps passé à faire des exercices en plus, c'est du temps passé à travailler sur des annales plutôt que d'être sur les réseaux sociaux ou plutôt que de chiller, comme disent nos jeunes, ou de faire n'importe quoi. Bah, ça demande cette discipline-là. Donc vous devez gérer votre temps, vos priorités, rester concentré. Bien sûr, il y a tout un travail aussi à faire sur le stress, sur l'anxiété. Ça, c'est aussi, je sais que c'est un sujet pour beaucoup d'élèves, la santé mentale. Et ben tout ça, quand vous faites les choses avec régularité, avec bienveillance, avec organisation, bah, vous allez réussir. Vous inquiétez pas, ça va booster votre motivation.
Et dixième point, c'est intéressant de se faire accompagner, ne restez pas seul pour travailler vos matières, pour réfléchir, pour construire votre stratégie d'orientation. Parlez-en autour de vous, avec vos camarades, avec vos parents, avec vos proches, avec des amis, avec des professionnels. Ne restez pas isolés sur le sujet, c'est quelque chose qui se partage et ça, c'est vraiment super, super important. Donc, vous voyez, vous avez deux piliers importants, c'est l'académique qui doit être vraiment non négociable. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand je parle d'académique, j'ai parlé des notes, mais je voudrais aussi parler de l'attitude, du comportemental. Vous savez que vous allez avoir la fiche à venir qui va être déposée dans Parcoursup, qui est la fiche, certes avec les notes, mais aussi les appréciations des professeurs et du proviseur sur l'élève. Donc, inutile de vous dire que s'il y a un sujet qu'il faut absolument éviter, c'est un sujet autour de l'attitude et du comportement de l'élève, parce que ça va vraiment être vraiment très défavorable. Donc, c'est une année où, sur le plan de l'attitude, sur le plan du comportement, s'il y a des élèves qui sont connectés ce soir, vous devez être irréprochable. C'est pas un sujet, attention. Il faut être vraiment nickel. Alors, je vois en même temps des petites questions. Oui, Anthony, bien sûr, les parents ont accès à la plateforme. C'est l'élève qui met l'identifiant et son code, mais il peut vous les partager. Et les parents sont aussi régulièrement informés par texto et par email. D'accord? Voilà. Alors, là, ce que je vous partage ce soir, c'est un peu ce qu'on a vu, nous, sur plusieurs centaines d'élèves qu'on a accompagnés, sur les difficultés liées à Parcoursup et à ce cheminement-là. Pour les élèves. Alors, première difficulté, c'est le choix du cursus. C'est vrai que l'éventail des possibilités, ben, ça peut être complexe parce qu'il y a euh, il y a beaucoup de formations qui sont accessibles et souvent ça crée de l'anxiété parce qu'il y a une multitude de possibilités et bah, souvent les élèves sont un peu perdus devant cet ensemble des possibles. Et ce que je dis souvent aux élèves, eh ben, la capacité de choisir, c'est la capacité de renoncer. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer? À quoi vous êtes prêt à renoncer parmi vos choix d'orientation? Difficulté aussi qu'on voit, c'est l'adéquation avec les centres d'intérêt. Les élèves ont du mal à identifier les filières et les cursus en général qui correspondent véritablement à leur passion ou à leur talent. Et il y a aussi une grande peur de se tromper parce que de se dire tiens je vais faire un choix certes définitif mais est-ce que ça va être irréversible qu'est-ce qui se passe si je me trompe si ça correspond pas à ce que j'aime si finalement quand j'arrive dans le supérieur ben, je trouve que ça me correspond pas si j'aime pas les cours j'aime pas les profs et tout ça donc ça c'est un premier axe que l'on a identifié au niveau des élèves. Deuxième axe aussi qui génère en fait de l'appréhension, de la difficulté, c'est la procédure en elle-même. Bon, la complexité de la plateforme, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'étapes, de choses à vérifier, les formulaires à remplir, c'est parfois un peu déroutant. Les délais sont serrés parce qu'il faut produire des fois des documents, faire des auto-questionnaires, faire les lettres de motivation et puis des fois, ça se renchérit d'année en année. Hein. Les formations demandent de plus en plus de choses. Et puis, il y a aussi au niveau des élèves une sorte d'incertitude sur le résultat parce qu'ils ont l'impression que c'est un algorithme un peu mystérieux qui va décider à la place de l'établissement de leur classement, de l'acceptation des vœux. Et ça pose pas mal d'anxiété au niveau des élèves. Et dernier sujet, c'est souvent le projet professionnel qui n'est pas abouti, qui n'a pas été travaillé, parce que il y a de la difficulté à se projeter dans le futur, à réfléchir en termes de cursus, en termes de métier. Et puis on se le cache pas, ce soir, il y a aussi parfois beaucoup de pression sociale. La pression, elle peut venir des parents, parce que les attentes sont soit exprimées, soit pas exprimées, mais les élèves le vivent des fois de façon difficile. Hein. Les exigences des parents, c'est quelque chose d'important. Il peut y avoir la pression des enseignants, des amis, ça peut influencer sur les choix. Donc il y a une forme de pression sociale. Et au niveau du jeune, il y a aussi cette peur de l'échec, qui est en fait la crainte de ne pas être à la hauteur des exigences des études supérieures. Ça peut être paralysant. Et des fois, moi, je vois des jeunes qui se
qui s'auto-censurent en fait, hein, des fois qui n'osent pas aller sur des beaux cursus, et des fois je le vois avec des jeunes filles qu'on accompagne et qui s'auto-limitent, et je me dis mais c'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment du potentiel. Donc tout ça fait qu'il il faut prendre le temps de peser tous ces sujets. Et au niveau des parents, pour les parents qui sont connectés ce soir, que ce soit les mamans ou les papas, Claude, petit clin d'œil. Au niveau des parents, le vécu se situe plus au niveau du soutien à apporter. Parce que parfois, les parents n'ont pas fait d'études supérieures, ne connaissent pas, c'est pas leur univers, et il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est comme ça, chacun son parcours. Donc ils savent pas bien des fois comment accompagner les enfants. Il y a toujours aussi du côté des parents une pression sociale. Il peut y avoir de l'influence de l'entourage, et puis aussi un souhait d'orienter les enfants vers les filières qu'on connaît déjà ou vers le métier que l'on fait déjà. Euh, c'est ça, donc c'est compliqué. Crainte aussi de l'échec pour les enfants, parce que là, il peut y avoir aussi une projection vis-à-vis des enfants, et puis aussi la méconnaissance du système, et c'est normal, on n'est pas tous enseignants du supérieur, coach professionnel sur ces sujets-là. Donc il y a un peu tous ces éléments-là qui ressortent. Et puis oui, Chantal, je vois. Oui, les lettres de motivation, elles sont lues dans certaines formations. Je dis pas qu'elles sont lues dans toutes les formations, mais elles le sont quand même dans certaines. Les lettres de motivation, comme les activités extrascolaires, hein, sont lues. Mais voilà, je peux pas vous garantir que dans 100% des cas, elles le sont. Mais dans celles qui sont le plus sélectives, oui, oui, elles sont lues. Alors, j'en viens à l'univers du coaching dans ce domaine, parce que vous pouvez aussi vous poser la question, donc de savoir c'est quoi finalement l'intérêt, l'utilité d'être accompagné, de travailler avec un coach. Donc là, je vous ai résumé un peu 6 situations qui correspondent à un apport de valeur du coach sur ce sujet. Donc c'est utile si le jeune est perdu devant les nombreux choix possibles et s'il n'y a pas de projet professionnel précis, si vous-même en tant que parent, vous manquez de temps, et si le jeune manque de motivation parce qu'il se dit tiens, moi j'ai pas le temps d'aller faire les salons et les JPO, les journées portes ouvertes. Troisième cas qu'on voit très souvent, le dossier scolaire est trop juste ou faible, notamment sur les SP ou les résultats de première, de bac et de contrôle continu. Parfois, au niveau de l'élève, il y a un sentiment au cours d'année de perte de confiance et de mode autocensure pour aller chercher certaines formations. Je l'ai évoqué précédemment, il y a régulièrement des fois des difficultés à discuter de ces sujets d'orientation dans le contexte familial. Et puis, il y a la peur de se tromper, de prendre une mauvaise décision. Et c'est là qu'un regard extérieur, ça peut être intéressant sur le sujet. Mais encore une fois, le coaching professionnel sur ces sujets-là, c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Alors, je sais, c'est un peu bizarre que je dise ça, puisqu'on dirige un cabinet de coaching. Mais voilà, il y a des élèves pour lesquels c'est pas du tout adapté, et pour lesquels il faut peut-être simplement aller voir un conseiller d'orientation au lycée quand c'est accessible, ou parler avec le prof. Et pour d'autres, au contraire, il y a un vrai besoin il y a un vrai besoin de challenge, de confrontation pour aller chercher vraiment aller explorer en profondeur les domaines, les sujets, avoir des retours. Et voilà. Donc c'est pour ça que ça va dépendre, des élèves. Nous, derniers éléments que je vous partage en fait, dans les accompagnements qu'on fait sur l'orientation, on s'aperçoit qu'il y a un effet induit sur l'aspect académique. En général, nos élèves gagnent 2 à 3 points sur l'académique en moyenne semestrielle, parce qu'ils sont dans une dynamique d'accompagnement, d'engagement, de redevabilité vis-à-vis de cet accompagnement et du coach, et ça les aide à monter en puissance sur l'académique. Sur l'orientation pure, on a, depuis qu'on fait ce travail-là, depuis 5-6 ans, 100% des élèves qui obtiennent le top 3 des formations cibles. Et de ce que vous pouvez voir sur les réseaux ou sur Google, il y a quand même une vraie satisfaction dans l'accompagnement qui est vraiment vérifié. Vous avez les avis sur nos réseaux, que vous pouvez trouver sur Google, sur nos pages Internet ou Facebook, peu importe. Voilà, et j'en termine pour
vous montrer un petit peu l'univers en fait des accompagnements qu'on a pour les élèves de terminale sur l'orientation supérieure. Bien sûr, ce dont j'ai parlé ce soir, c'est l'accompagnement de Parcoursup. On a un programme avec 8 séances individuelles, avec des tests psychométriques, une construction de stratégie, des vœux, des lettres de motivation. Enfin, vraiment, c'est l'aspect le plus complet possible. Mais sachez aussi qu'on a, pour ceux que ça intéresse, un travail de coaching sur les oraux des concours, sur le grand oral du bac. Et pour plus tard, bien sûr, pour ceux qui demandent de l'alternance, on a l'aide aux candidatures en alternance et aux stages. Les séances, le programme Parcoursup, en fait, il est là chez nous. En fait, on est éligible au service à la personne avec une économie d'impôt de 50%. Il y a 8 séances dans l'année, d'à peu près 45 minutes, 1 heure. Chaque séance a une thématique bien particulière. C'est une méthodologie, c'est une méthode qui permet aux jeunes, en tout cas, d'arriver à construire un projet, d'obtenir cette formation et d'évoluer vers la réussite qu'il mérite et vers la formation qu'il souhaite. Voilà, j'en ai terminé. J'ai un peu dépassé la demi-heure, désolé. Vous pouvez nous joindre sur ce numéro-là, nous envoyer un mail. Vous pouvez flasher le QR code pour prendre rendez-vous avec un conseiller pédago. Je vais répondre aux questions maintenant. J'ai juste le temps de sélectionner. Voilà, pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous, vous avez une fenêtre normalement qui s'ouvre. Vous avez juste à cliquer prendre rendez-vous avec un conseiller. Et je me remets sur le chat pour voir un petit peu vos réactions, vos questions. Alors Chantal, quelle est la plus belle réussite en tant que coach sur un dossier limité? C'est quoi dossier limité? C'est un élève qui n'a pas de bonne note? En fait, pour vous répondre sur le sujet, l'année dernière, on a eu vraiment ça a été vraiment top, quoi, en fait. Dans la réussite des élèves, on a eu des élèves qui ont été pris à Sciences Po Paris, dans les IEP de Strasbourg, de Lille, d'Aix, dans les meilleures écoles d'ingénieurs, meilleures écoles de commerce, les plus belles licences. En fait, l'année là, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est l'effet démographique de la classe d'âge de l'année dernière, le travail des coachs, toutes les planètes se sont alignées. On a eu vraiment des très belles réussites. Dans les élèves avec des parcours, avec des dossiers un peu justes, on a quand même réussi à les aider à obtenir des BUT, des licences, des choses comme ça. Donc il n'y a pas de je dirais que en fait le travail qu'on fait, c'est un travail très individualisé, très personnel. Donc on prend le temps d'aligner en fait les choix des vœux par rapport au profil de l'élève, par rapport à ce qu'il nous dit, par rapport à ses ambitions. En fait, c'est tout le travail finalement du coach, c'est d'aligner le dossier d'un élève, son académique, sa projection, et de faire matcher les deux, en fait, de ne pas surinvestir, de ne pas sous-investir, mais de caler un petit peu ça de façon à ce qu'il ait le plus de chance. Donc quand je regarde, moi, en fait, dans les familles, dans les clients, on a tous les profils. On n'a pas que des CSP+, on a vraiment toute la France, l'étranger. Avant vous, j'étais avec un élève français à Sao Paulo, au Brésil. On a eu des élèves dans dans le monde entier. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, en fait, la note, la note et les classements, ça fait pas la réussite de la stratégie d'orientation. C'est pas, ça va jouer, mais on va pouvoir aller chercher des stratégies peut-être alternatives, différentes, qui vont permettre aux jeunes de réussir, et c'est ça qui est le plus important. Tout le monde n'est pas fait pour aller faire une classe prépa au lycée Louis le Grand ou Henri IV, mais à l'inverse, on peut aller chercher vraiment d'autres filières, d'autres cursus aussi très intéressants. Et ce qui est important, c'est que ce soit sur un bac+2, un bac+3, un bac+5 ou autre, c'est que le jeune aille au bout de ce parcours-là, en fait. C'est qu'il évite la réorientation. C'est ça le plus important. Alors, je descends un peu les questions.